Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait toujours plaisir de partager avec vous. Donc du coup, on continue le parcours de formation sur les machines frigorifiques, on en était sur une thématique de sélection de matériel. Aujourd'hui, je ne vous propose pas une vidéo, ni deux vidéos, mais bien 3 vidéos sur de la sélection de détendeurs. Alors de façon très globale et très générale, un détendeur va créer une chute de pression. Cette chute de pression va s'accompagner d'une chute de la température. Ici, j'ai pris pour vous un petit exemple. Si on a du fluide frigorigène à 10 bars 40 degrés qui entre dans notre détendeur, celui-ci donc va créer une chute de pression. On voit ici que la pression est passée à 2 bars et donc cette chute de pression s'est accompagnée d'une chute de la température. Le fluide frigorigène est maintenant à 0 degré et il peut donc refroidir la chambre froide ou le bureau à climatiser. Alors on l'a vu tout au long du parcours de formation, il existe plusieurs types de détendeurs. Le plus basique, le plus classique, c'est le détendeur capillaire. Lui, il va créer une chute de pression au travers d'un tube de très faible diamètre. Et donc c'est un détendeur que l'on retrouve en froid domestique, donc dans nos réfrigérateurs, mais également en split system de faible puissance. Le deuxième type de détendeur, c'est les détendeurs thermostatiques. Donc ce sont des équipements qui ont été créés par Danfoss il y a plusieurs décennies. Donc ce sont des détendeurs qu'on va surtout retrouver en chambre froide, donc en réfrigération commerciale. Et la détente est réalisée au travers de cet orifice de détente qui est à l'intérieur donc du corps de la vanne. Et enfin, on va se retrouver avec les détendeurs de dernière génération, ce sont les détendeurs électroniques. Donc on a un petit moteur qui peut être un moteur pas à pas ou un moteur à impulsion qui va déplacer un pointeau à l'intérieur du corps de la vanne et ce pointeau va réaliser la détente du fluide frigorigène. Donc ce type de détendeur doit être accompagné d'un régulateur et au niveau des fabricants, bien sûr, on va retrouver Danfoss, Carel, Sportland ou bien Emerson. Alors l'objectif ici, c'est d'approfondir le fonctionnement de ces détendeurs, mais surtout de vous proposer des méthodes de sélection qui pourront donc répondre à vos besoins et à vos projets. Alors avant de passer au slide suivant, je vais vous demander de garder 3 choses très importantes en tête. Donc on a 3 critères de sélection du détendeur de façon très générale. Donc on aura bien sûr le premier critère, c'est la delta P, donc c'est la différence de pression. Donc ici, on est sur une delta P de 8 bars, on fait 10 moins 2, c'est assez simple. Deuxième grandeur caractéristique de sélection, bien sûr, ça sera la puissance frigorifique. Donc en fin de compte, c'est le débit de fluide frigorigène qui traverse le détendeur. Et enfin, on aura le sous-refroidissement qui lui aussi est un paramètre important de sélection du détendeur. Mais ça, je vais préciser pourquoi lorsqu'on abordera donc la thématique des détendeurs thermostatiques. Allez, j'attaque la sélection du détendeur capillaire. Donc ce type de détendeur est surtout installé donc, sur des réfrigérateurs domestiques, mais également en split system. Alors ici on a un joli schéma avec une installation avec les éléments principaux d'un circuit frigorifique. Donc on va se retrouver avec le compresseur qui met en mouvement le fluide frigorigène. Donc lui il aspire les vapeurs BP produites dans l'évaporateur et les refoule à la pression HP. Donc ce fluide, ce gaz qui est chaud va se refroidir dans le condenseur et donc on va récupérer du fluide toujours à la pression HP mais à l'état liquide à la sortie du condenseur. Ce liquide à la pression HP va traverser donc le filtre déshydrateur et va directement entrer dans le détendeur capillaire. Donc le fluide frigorigène va passer d'une HP à une BP et donc à l'entrée de l'évaporateur, on va se retrouver avec du fluide à moins 20 degrés, donc lorsqu'on veut avoir donc un congélateur par exemple, et donc le fluide qui est froid va permettre donc d'échanger de la chaleur avec l'enceinte, et donc au fur et à mesure ce liquide va s'évaporer, et normalement donc on va se retrouver avec du fluide frigorigène à l'état vapeur, toujours à la pression BP, à l'aspiration du compresseur pour un nouveau cycle.
Alors pour donner quelques valeurs numériques, quelques grandeurs caractéristiques de fonctionnement de ce type d'installation, donc on va avoir 35 degrés à peu près à l'entrée du détendeur, donc la détente va provoquer donc une chute de la température, on l'a déjà dit. Côté BP, on aura une température de moins 20 degrés, donc dans la partie congélation du réfrigérateur, on aura moins 20, bien sûr on n'aura pas moins 20 dans tout le réfrigérateur, hein. Vous avez bien compris que seule la partie congélation est à moins 20. Et ce qui va être intéressant de noter, bon, bah, ça va être les valeurs de fonctionnement au niveau des pressions, puisque même si les températures ici seront les mêmes, en fonction du fluide, on aura donc des pressions de fonctionnement différentes. Si je prends par exemple du R134A, qui est un fluide qu'on utilise donc pour ce type de réfrigérateur, côté HP, donc pour 35 degrés en condensation, on aura à peu près 8 bars. Côté BP, attention, les pressions sont assez faibles sur un réfrigérateur, donc on aura 0,3 bars. Et la delta P, la différence de pression créée par le détendeur, est de 7,7 bars. Alors on a un autre fluide maintenant qui est en remplacement du R134, qui est le R600A, mais bon, qui pose d'autres problèmes puisque c'est un fluide de type A3 qui est très inflammable. Alors il est intéressant de noter que la delta P de 7,7 bars, donc c'est la perte de charge que va créer le tube capillaire, va donc dépendre de deux paramètres. Le premier paramètre, ça sera le diamètre intérieur du tube. Et le deuxième paramètre, ça sera sa longueur. Parce que vous comprenez bien que plus le tube est long, plus la delta P sera importante. Alors au niveau du diamètre intérieur, j'ai été chercher sur internet chez Lefroy Pecomark, donc qui est un distributeur d'équipements frigorifiques. Et lui, donc dans son catalogue, il propose donc un conditionnement en couronne de 30 mètres. Et donc il a 6 diamètres à nous proposer. Donc le premier en 0,80 mm, 1 mm, 1,20 mm, 1,50 et 2 mm. Donc ça, c'est en diamètre intérieur. Alors attention, en diamètre extérieur, donc visuellement, on peut avoir le même diamètre extérieur, mais pour des diamètres intérieurs différents. Donc ça, c'est une erreur dans laquelle on peut tomber. Et donc, il faudra faire attention à ce niveau-là. Donc je pense que vous avez bien compris que ça sera le diamètre du tube et donc la longueur de tuyauterie qui va faire donc la perte de charge. Donc dans le slide suivant, je vais vous expliquer assez facilement comment faire pour justement connaître le diamètre et la longueur de tuyauterie pour donc créer la bonne perte de charge. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse, donc lorsqu'on a un détendeur capillaire, il ne faut pas installer une bouteille réservoir de liquide, puisque si on a un excès de charge dans l'installation, bah, le fluide, qu'est-ce qui va se passer? Donc à la sortie du condenseur, donc le fluide à l'arrêt de l'installation va venir migrer naturellement vers l'endroit le plus froid, qui se trouve être donc l'évaporateur. Donc l'évaporateur va être noyé en fluide frigorigène, et au redémarrage du compresseur, il y a donc un fort risque de coût de liquide. Allez, je passe au slide suivant, et donc là, d'un point de vue pratico-pratique, je vais vous montrer trois façons différentes pour pouvoir déterminer les caractéristiques d'un détendeur capillaire. Donc la première et la plus agréable, je dirais, c'est la documentation constructeur. Lorsque vous êtes sur une machine qui dispose de toute la documentation technique, c'est vraiment très facile de pouvoir retrouver justement les caractéristiques de vos équipements et de pouvoir remplacer donc votre détendeur s'il tombe justement s'il a un souci. Donc Embraco de ce point de vue là est un fabricant donc espagnol qui met en place beaucoup de documentation technique, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec. Et donc d'un point de vue pratico-pratique, donc par exemple si j'ai un compresseur de type EMI 30ER avec donc une puissance frigorifique de 290 BTU par heure. Donc là, pour avoir des watts, il faut diviser par 3. Donc on est à peu près à 100 watts de puissance frigorifique. Donc là, on se balade ici. On va se retrouver ici avec les caractéristiques justement du tube capillaire. Et pour ce fabricant, avec ce compresseur-là, il faudra donc ici un diamètre de 0,80 mm et donc du coup une longueur de tube donc de 3550 mm, donc 3,50 m à peu près, de tube capillaire. Donc là, c'est vraiment la façon la plus simple et la plus rapide pour pouvoir justement sélectionner votre détendeur. Donc ensuite, on a une deuxième méthode, c'est la méthode avec les normes. Ici, on a trois normes, la norme Secoma, Fashray et Harry qui sont là pour nous aider à y voir un peu plus clair, puisque chaque fabricant il va un petit peu de ses conditions de fonctionnement, de ses coefficients de performance, etc.
Donc eux mettent en place donc des conditions standards pour pouvoir justement comparer les produits les uns avec les autres. Donc Ashrae par exemple impose une température d'aspiration de 20 degrés Celsius. Donc ça permet donc de comparer ce qui est comparable. Alors ce tableau va permettre de présélectionner si vous voulez le détendeur capillaire et va aider aussi les fabricants pour pouvoir justement dimensionner de leur côté les capillaires de leurs équipements, hein, comme pour des speed systems par exemple. Alors donc du coup si je reviens sur l'exemple ici, donc là on était sur 100 watts. Donc la ligne de 100 watts elle est par là et donc du coup l'ordre de grandeur est ici en fonction des différentes normes et donc on est sur une évaporation entre moins 30 et moins 20 sur un détendeur capillaire donc de 0,78 mm et de 3 mètres de longueur. Et si j'étais sur une évaporation de moins 20 à moins 5, donc du coup on sera un peu plus grand en diamètre, donc 0,91 pour 3 mètres de longueur. Donc là, vous voyez que les ordres de grandeur sont quand même respectés. Et donc, du coup, je passe à la troisième méthode. Donc là, on va avoir un joli logiciel qui nous est mis à disposition par Danfoss, DynCap. Vous le connaissez sûrement, je vous l'ai déjà présenté. Et donc, du coup, je vais faire un petit exemple avec vous assez rapidement. Vous allez voir qu'on va pouvoir sortir très rapidement donc, des diamètres et des longueurs de tubes capillaires. Alors moi, DynCap, je l'ai sur mon bureau. J'ai déjà installé. Donc si vous voulez l'installer, donc c'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Vous allez sur votre moteur de recherche habituel, DynCap. Voilà. Et puis donc du coup, vous allez sur le troisième ou le quatrième. Hein, les deux fonctionnent. Je les ai testés il n'y a même pas une demi-heure. Donc là, vous double-cliquez sur DynCap. Voilà. Donc du coup, vous le mettez sur votre, vous l'installez sur votre ordinateur. Donc ici, on a le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Et donc du coup, en partie supérieure, on a Input Data. Donc on a donc les grandeurs d'entrée et ici on aura les propositions que nous fera le logiciel. Donc tout d'abord, moi je vous conseille d'aller sur Setting ici et d'aller checker un petit peu les unités. Donc là, énergie en watts, température en degrés Celsius, pression en bar, c'est bon, diamètre en millimètres, longueur de tube donc en mètres et le débit en litres par minute. Bon, bah, c'est bon. Et là, par exemple, donc du coup, je vais prendre un fluide qu'on utilise. Donc on a du R134, on a du R290, on a du R600A aussi. Donc là, vous voyez les trois fluides qu'on utilise pour le froid domestique, ils sont présents dans le logiciel. Donc ça c'est bien. Donc R600A par exemple, je mets aller une puissance frigorifique de 300 watts, par exemple. Une évaporation à moins 20. Donc là, 300 watts, bien sûr, vous allez le récupérer, la puissance frigorifique, vous allez récupérer cette information-là sur la plaque signalétique de votre appareil. Donc en évaporation, je vais laisser moins 20, c'est très bien. En condensation, donc le local est à allez, 25. Donc 25 plus 15, on va être à 40 en HP. Donc voilà. Gas return, donc du coup, on va mettre une surchauffe à l'aspiration de 10, donc du coup on entre dans le compresseur à moins 10. Voilà. Et donc vous voyez au fur et à mesure où je complète donc les items, donc là le logiciel me calcule directement les longueurs. Et donc là pour ce cas là, il me propose donc une longueur de 1,90 m et donc un diamètre de 1,20 mm. Voilà. Alors ce qui va être intéressant à noter, c'est que si le diamètre descend, voilà, si le diamètre diminue, la longueur nécessaire pour créer la même paire de charges sera plus faible. Par exemple, si je prends le premier cas ici, 0,80 mm de diamètre, donc il me faudra juste 25 cm de tube pour créer ma paire de charges. Ok, pour ce projet-là. Okay. Donc généralement, les entreprises, elles ont une couronne avec un diamètre, par exemple, de 1 mm, de 30 mètres. Et puis à partir de là, donc avec ce logiciel-là, on coupe donc 0,76 mètres, donc 76 cm de tube de diamètre 1 mm. Donc voilà, donc un petit logiciel gratuit et sympathique à utiliser. Allez, je reviens à mon slide. Allez, je passe au dernier slide et cette fois-ci, je vais vous parler du détendeur capillaire, mais cette fois-ci pour des speed systems, hein, donc des climatiseurs qu'on peut retrouver sur des petites puissances.
Et donc du coup, de façon générale, ce qu'on va avoir donc en termes de grandeur caractéristique. Donc tout d'abord au niveau HP, donc généralement les systèmes ici, moi je suis en région parisienne, donc on est plutôt aux alentours de 45 degrés. Donc ces 45 degrés qui arrivent donc à l'entrée du détendeur, bon bah vont avoir une certaine pression. Cette pression va dépendre bien sûr du type de fluide. Donc si on est sur du R134, on sera plutôt aux alentours des 10 bars. Si on est sur du R32 ou bien sur du 410 par exemple, on sera plutôt côté HP aux alentours de 25 voire 30 bars. Okay, au niveau de la sortie, donc en climatisation, on va se retrouver avec une température BP qui doit être de 5 degrés. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette thématique là, n'hésitez pas à aller checker pour bien comprendre ce qui se passe. Donc 5 degrés en climatisation, et en termes de pression, ça va se traduire sur une pression qui va donc évoluer entre 2 jusqu'à 8 bars en fonction du type de fluide. D'accord, donc 2 bars pour du R134, 8 bars plutôt pour du R410. Donc là j'ai pris l'exemple par exemple pour du R32 justement, et qu'est-ce que ça nous donne justement. Donc côté HP, donc 45 degrés, on est à 28 bars effectifs. Côté BP, on sera à 8,5 bars. Voilà. Et la delta P que devra créer notre détendeur ici devra être donc de 19,5 bars. Ok. Alors comment sélectionner un tube capillaire pour un split system? Donc première solution assez simple, c'est la dock constructeur. Vous allez chez le fabricant, donc ici j'ai pris un exemple, c'est une Atlantic Fujitsu, donc une AOY24E, et j'ai trouvé très facilement une pièce détachée, en pièce détachée, le détendeur capillaire qui coûte 96,27 €. Donc ça c'est la première solution, donc avec les références de la machine, vous pouvez trouver des pièces détachées sur internet. Et sinon, deuxième possibilité, bon, bah avec DanCap, vous essayez de bien prendre les caractéristiques de votre machine, vous rentrez ces valeurs dans le logiciel, et puis vous pouvez donc avoir une idée du diamètre et de la longueur de tube à installer. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ces explications vous ont été profitables. Je continue cette fois-ci sur les détendeurs thermostatiques, et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao! Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je continue sur la thématique de sélection de matériel, et aujourd'hui je vais me focaliser sur la sélection du détendeur thermostatique. Alors en guise d'introduction, donc on va essayer de visualiser le passage du fluide frigorigène dans le détendeur via le diagramme enthalpique. Donc le diagramme, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Donc ici en bleu, on se retrouve avec un cycle frigorifique classique, basique, avec les différentes zones donc, de notre diagramme. Ici à gauche, on se retrouve avec la zone liquide, donc le fluide frigorigène dans cette zone-là sera à l'état liquide. À droite, on se trouve donc dans la zone vapeur. Et à l'intérieur de la cloche, donc de la courbe de saturation, on va se retrouver avec une zone liquide vapeur. Et donc du coup, au niveau de notre cycle, on va se retrouver tout d'abord avec la compression ici, à droite, dans la zone vapeur bien sûr. La condensation va s'opérer sur l'isobar HP en vert pointillé. Le passage de la HP et à la BP donc va correspondre à la détente, et on se retrouve enfin sur l'isobar BP avec donc l'évaporation. Alors de façon un peu plus précise, on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de cette partie d'installation. Donc là on est au point 1 sur la sortie du condenseur ou de la bouteille de liquide. Donc le fluide frigorigène est sous-refroidi, il est à l'état liquide et à la pression HP, donc c'est pour ça qu'il est sur l'isobar HP. Ensuite, on va avoir le point 2 qui est le point d'entrée du détendeur. Donc du coup, on se retrouve ici. Ce qui va se passer, c'est que le fluide frigorigène va traverser donc le filtre, le voyant, l'électrovanne. Donc il va se refroidir un peu plus. C'est pour ça que le point 2 se trouve un peu plus sur la gauche. Ensuite, on va avoir la détente, donc le point 3. Et donc on voit bien que le fluide frigorigène passe d'une HP à une BP. À noter qu'on est sur une détente isenthalpique, donc du coup l'enthalpie reste constante et on est à 240 environ, 240 kJ par kilogramme.
Alors il est intéressant de noter qu'au point 3, on va avoir déjà un petit peu de vapeur dès la sortie du détendeur. Donc on aura un titre de 0,2, c'est-à-dire qu'on aura 20% de vapeur pour 80% de liquide. Et on le verra au niveau de la sélection de matériel, le sous-refroidissement, la notion de sous-refroidissement est très importante puisque si le point 2 se décale un petit peu sur la gauche, on va avoir un point 3 qui va se décaler également sur la gauche et donc on aura un titre vapeur plus faible et donc on va pouvoir ainsi augmenter la puissance de notre évaporateur. Alors au point 4, je vous laisse le placer sur le diagramme, je pense que vous avez compris. Donc là on est sur la fin de l'évaporation, on est toujours à l'intérieur de l'évaporateur. Donc du coup à partir du point 4 on a 100% de vapeur. Donc du coup le point 4 se trouve ici pile poil sur la courbe de saturation. Alors attention, on confond assez souvent ce point 4 ici avec la sortie de l'évaporateur. Ça c'est une erreur puisque le point 4 est encore à l'intérieur de l'évaporateur. Ensuite on va se retrouver entre 4 et 5 sur la zone de surchauffe qui est comprise généralement entre 5 et 10 degrés. Allez, je continue avec les généralités. Et donc, le détendeur thermostatique a été créé dans les années 1930 par l'entreprise Danfoss, qui est une entreprise du Danemark, danoise. Et le fondateur de cette belle entreprise est Mats Clausen. Alors Danfoss dispose d'une belle gamme de produits, chacun aura donc sa plage de fonctionnement et son application, mais je vais être un peu plus précis sur le slide suivant. Alors on se retrouve ici avec une belle coupe d'un détendeur thermostatique. Donc tout d'abord on se retrouve ici avec le bulbe et le train thermostatique. Le bulbe est accroché à la sortie de l'évaporateur. Lui va observer donc la température à la sortie de notre échangeur. Et donc du coup à l'intérieur de ce bulbe on va retrouver le même fluide que celui qui est contenu à l'intérieur de notre installation. Donc si on a du R134 à l'intérieur de notre circuit, on aura un bulbe avec du R134 à l'intérieur. Donc si la température augmente à l'intérieur de notre chambre froide, donc du coup la pression à l'intérieur du bulbe va augmenter. Cette pression va être transmise à une membrane ici en rouge. Cette membrane est fixée à une tige et cette tige va pousser l'orifice ici du cartouche de détente. Et donc on va avoir une libération du fluide frigorigène et celui-ci va passer d'une pression HP à une pression BP. Et donc je pense que vous avez bien compris que la détente se fait au travers de ce petit orifice. Alors à noter quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va avoir ici la vis de réglage du ressort qui va exercer une pression sur la membrane ici en rouge. On a également la pression BP qui traverse ici ce petit orifice qu'on appelle justement l'égalisation interne. Et pour que le détendeur puisse s'ouvrir, il faudra que la force du bulbe soit supérieure à la force du ressort ici, plus la force de la pression BP. Allez, je passe au slide suivant et donc du coup au niveau de la gamme de produits Danfoss, donc vous voyez qu'on a pas mal de modèles disponibles. Chaque modèle aura donc bien sûr son domaine d'application, ses fluides donc compatibles et sa plage de fonctionnement. Donc du coup nous en réfrigération commerciale, donc en chambre froide, on va surtout utiliser la série T2. Donc on peut utiliser donc en climatisation, en chambre froide ou en pompe à chaleur. L'orifice de détente est interchangeable, donc ça c'est un gros avantage, chose qui n'est pas le cas par exemple pour la série D1. Et donc du coup on a toutes les plages en termes de puissance au niveau des fluides frigorigènes qu'on peut utiliser. Donc vous voyez que c'est assez vaste, assez complet. On balaye pas mal de possibilités. Et donc du coup avec le corps de ce détendeur on pourra travailler de moins 40 à plus 10 degrés. Ensuite, on a donc des détendeurs avec des corps en acier inoxydable. Donc ceux-là aussi ont des domaines d'application différents. Donc du coup, par exemple, pour le premier, le TUA, donc on va se retrouver sur du transport, de camions frigorifiques, du display cabine, donc ça c'est de la vitrine réfrigérée, ou bien vous pouvez aussi le retrouver en chambre froide. Donc pour celui-ci, l'orifice de détente est interchangeable. Alors attention, pour le deuxième, par exemple, le TUB, lui, l'orifice de détente est fixe. Et enfin, donc on se retrouve ici à droite avec des détendeurs pour des puissances un peu plus grandes. Donc par exemple pour la série TE5, donc vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 165 kW, 185 kW, etc.
Allez, dernier slide avant donc de faire de la sélection, ça c'est promis. Donc du coup, on se retrouve ici avec un détendeur thermostatique de type T2, on vient de le voir, donc le corps est en laiton, on a le bulbe et le train thermostatique. À l'intérieur donc du corps, on va se retrouver avec la cartouche interchangeable. Donc du coup, c'est via ce petit orifice que va être réalisée la détente. Donc le trou, vous voyez, est très petit. Et donc du coup, pour éviter qu'il ne se bouche, on a un filtre qui est installé systématiquement donc sur la cartouche interchangeable. Alors une chose très importante, c'est que lorsque vous allez recevoir une cartouche de détente, donc c'est souvent livré de cette façon. Donc on a une capsule avec un capuchon en rouge dans ce cas. Et ce capuchon est très important puisqu'il nous permet de connaître assez facilement la taille de l'orifice de détente. Okay, donc du coup, les techniciens avertis clipent ce capuchon. Là, il y a des petites fentes ici sur le train thermostatique. Alors n'oubliez pas que vous avez également des détendeurs thermostatiques à égalisation externe. Donc du coup, on est pratiquement sur le même fonctionnement. Mais on a bien sûr donc une prise de pression sur le côté supplémentaire. Et pour dire un mot très rapide, donc du coup sur les évaporateurs de grande puissance, on utilise donc des distributeurs de liquide. Donc ce distributeur va remplir de façon homogène notre évaporateur. L'inconvénient, c'est qu'il va créer une forte perte de charge, d'où l'intérêt d'utiliser une égalisation externe. Donc du coup, on va se retrouver avec une prise de pression à la sortie de l'évaporateur. On va se retrouver également avec le bulbe et le train thermostatique. Et pour justement que le détendeur puisse s'ouvrir, donc le bulbe devra vaincre cette fois-ci non pas la pression BP, mais plutôt la pression qui règne donc à la sortie de l'évaporateur plus la pression de la vis de réglage. Alors si vous voulez des précisions sur ce type de détendeur, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà réalisées sur cette thématique. Allez, dernière petite information, et donc du coup là on est sur la plaque signalétique du détendeur, donc du coup la plaque se trouve en partie supérieure, vous l'avez compris, et donc du coup on va retrouver un certain nombre d'informations. Donc on va retrouver ici donc bien sûr la série, donc là on est sur un T2, le type de fluide, ça peut être intéressant lorsqu'on ne connaît pas le fluide frigorigène contenu à l'intérieur de l'installation, donc on peut aller checker au-dessus ici très rapidement pour le connaître. On a aussi les plages de fonctionnement, donc là on est sur du moins 40 plus 10 de ce corps de détendeur, et on a aussi une information que ce détendeur est un MOP, donc MOP pour Maximum Operating Pressure, et donc ça c'est un type de détendeur qui est surtout utilisé en froid négatif et qui est très utile soit donc au moment du démarrage, donc ça va limiter l'injection de fluide frigorigène dans l'évaporateur, ou soit donc après un dégivrage, du coup le détendeur va limiter l'injection de fluide frigorigène dans l'évaporateur lorsque la température donc à la sortie de l'évaporateur sera donc supérieure à plus 15. Allez, on est parti sur un exemple de sélection. Donc on se retrouve ici avec une chambre froide. Donc au niveau du fluide, on est sur du R134A. La puissance frigorifique, on est sur du 6 kW. Évaporation 0 degré, soit 2 bars donc côté BP. Condensation 43 degrés, soit 10 bars. Côté HP, le surrefroidissement va prendre 10 degrés Kelvin. Et donc on va négliger les pertes de charge. Alors pour pouvoir sélectionner donc via les docs constructeurs, donc ici moi j'en ai téléchargé une, il faudra passer par 3 étapes. Donc du coup il faudra donc déterminer ce qu'on appelle la delta P, donc c'est la différence entre la HP et la BP. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des différences, c'est pas des calculs mathématiques très poussés. Au niveau de la deuxième étape, on va se retrouver avec une correction de la puissance en fonction du sous-refroidissement. Vous vous rappelez, donc on en avait déjà parlé en introduction. Et donc du coup, ensuite, on va pouvoir aller directement sélectionner le détendeur dans les tableaux. Donc là, je suis sur un détendeur T2 et donc j'ai récupéré donc la partie du tableau qui nous intéresse donc pour du R134, et on va voir comment on peut utiliser ce tableau pour sélectionner donc le détendeur et l'orifice de détente. Allez, on est parti avec le calcul de la delta P, donc c'est la différence de pression entre la HP et la BP. Donc du coup, là côté HP on a 10 bars, côté BP on a 2 bars. Donc ça fait 8 bars en delta P, donc on a dit qu'on négligeait les pertes de charge. Après, si on veut être un peu plus précis dans la doc d'Enphos, donc là ici je vais vous en parler, donc il faudra prendre en compte les pertes de charge.
Alors, Danfoss, lui, donc ce qu'il nous le demande, donc ici on va zoomer un petit peu. Donc au niveau de la delta P, là il prend un exemple avec, je ne sais pas quel fluide, mais bon, il prend donc 13,9 et 3,6 donc au niveau des pressions, donc ce qui nous fait une delta P de 10,3. À ce 10,3, donc il va retirer 5 delta P, 5 paires de charges. Donc on a delta P1, delta P2, delta P3, 4 et 5. Donc on va essayer de les balayer très rapidement, vous allez voir, c'est assez simple. Donc du coup, delta P1, donc c'est la paire de charge dans la conduite liquide, donc ça c'est la paire de charge dans la tuyauterie, hein, donc c'est le frottement du fluide à l'intérieur du tube. Donc là, il prend environ 0,1 bar. Ensuite, il prend en delta P2, donc il prend donc, les paires de charge du filtre, des hydrateurs, du voyant et d'une vanne d'arrêt. Donc là, il prend 0,2 bar pour cet exemple. Ensuite, pour la delta P3, donc du coup, lui, il prend en compte aussi donc, la perte de charge liée aux différences de niveau. Donc là, il évalue à 0,7 bar. Donc ici, on a un tableau. Hein. Donc du coup, si la différence de niveau entre l'évaporateur et le condenseur, si vous voulez, est égale à 6 pour du R134, donc du coup, vous voyez qu'on est à 0,7 bar. Et donc en fonction de votre dénivelé, donc vous avez une paire de charges qui est plus importante. Donc ça, c'est... on peut faire aussi par le calcul, hein, un petit ρGH. Hein, pour ceux qui veulent s'amuser, ils peuvent le faire aussi comme ça. Ensuite, au niveau de la delta P4, donc ça c'est la chute de pression dans le distributeur de liquide. Donc lui, il prend 0,5 bar hein, pour la chute de pression si on a un distributeur de liquide. Donc ensuite, en delta P5, on se retrouve avec donc encore les brins, cette fois-ci, du distributeur de liquide. Donc ça, c'est la partie conique et ça, c'est la partie, donc enfin, c'est les petits tubes qui vont alimenter l'évaporateur, donc 0,5 bar. Donc là, voilà, donc on fait 10,3, donc notre delta P de base, moins les 5 paires de charges. Et vous voyez que là, la delta P tombe à 8,2, donc là, on perd pratiquement 2 bars. Alors, nous, à notre niveau, est-ce que ça va avoir une grosse influence? Donc, pour du R134, ça n'aura pas une trop grosse influence si on ne prend pas en compte. Alors, vous pouvez, moi je pense, si vous avez un distributeur, je pense que vous pouvez prendre en compte les paires de charges liées au distributeur. Peut-être aussi les paires de charges, ça peut être significatif au niveau du filtre et du voyant. Après, bon, vous verrez que dans les tableaux de sélection, hein, la delta P, bon, si on est un petit peu à côté, ça ne changera pas l'orifice de détente, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Allez, on passe à la deuxième étape et là on va corriger la puissance frigorifique avec le sous-refroidissement. Donc Danfoss nous donne un petit tableau avec des facteurs de correction. Donc il faudra donc diviser notre puissance frigorifique hein, avec ce facteur de correction en fonction du sous-refroidissement. Alors vous vous rappelez qu'on l'avait dit en introduction, hein, plus le sous-refroidissement va être élevé et moins mon titre vapeur à la sortie du détendeur sera élevé. Donc du coup on peut se permettre d'avoir un détendeur un tout petit peu moins puissant. Donc du coup ici on est sur un sous-refroidissement de 10K avec une correction de 1,08 et donc du coup je fais 6 divisé par 1,08, ça fait 5,6 kW. Et vous voyez, plus je vais augmenter mon sous-refroidissement, plus ma valeur de correction sera importante et moins ma puissance frigorifique à sélectionner donc, au niveau de mon détendeur sera importante. Allez, on arrive à la sélection, donc du coup j'espère que vous tenez bon. Donc on a déterminé notre delta P, 8 bars, et notre puissance frigorifique, 5,6 kW. Donc dans la doc Danfoss, il faudra bien sûr choisir le bon tableau avec le bon fluide, hein. Ça c'est très important. Ensuite, donc au niveau du tableau, on va se retrouver ici avec le type de vanne, donc on est sur du T2, hein, ou bien du TE2, donc du coup le E pour égalisation externe. Ensuite, on a les tailles d'orifices. Hein, donc, vous voyez, les orifices de détente vont de 0x à 0,6. Donc, plus on va augmenter la taille de l'orifice, plus la puissance sera importante. Vous voyez, on passe de 0,34 kW ici pour ce cas-là à 8,4 kW. Ensuite, bien sûr, on va choisir la température d'évaporation de notre projet. Donc là, on était à soit plus 10 ou soit 0. Donc, nous, ça tombe bien, on avait 0. Et donc du coup, on va prendre ensuite la delta P. Vous voyez, c'est assez simple. Donc du coup, on était à 8 bars en delta P.
Et là, on va essayer de trouver la puissance qui correspond et qui est le plus proche de notre projet. Et donc, du coup, 4,6, ça serait un peu faible. Et donc, moi, je choisirais le 6,8 kW pour ce projet. Alors, pour dire un petit mot sur la delta P, vous voyez que si j'avais pris une paire de charge de 2 en plus supplémentaire, donc je serais avec une delta P de 6 bars. Et donc, du coup, vous voyez qu'en termes de variation de puissance, hein, c'est encore bon. Hein. Donc, du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, pour dire un mot supplémentaire sur notre sélection, donc du coup, ce qui va être intéressant aussi, c'est de connaître les diamètres de raccordement de notre détendeur. Donc là, on est sur un TN2-04, donc TN2. Et donc là, à l'entrée, on serait sur du FLAR, donc c'est un raccord à du Dijon, donc en 3/8. Et en sortie, on serait sur une sortie à braser en 1,5. Et là, vous avez aussi la référence de votre détendeur. Alors, pour faire les choses correctement, vous savez, moi j'aime bien vérifier ma sélection avec des logiciels. Hein. On est en 2024, donc du coup, pourquoi s'en priver? Et donc, du coup, toutes nos hypothèses de travail, on va les injecter dans Cool Selector, que vous connaissez déjà. Et donc, du coup, on va essayer de voir ce que nous donne le logiciel. Mais là, vous voyez, j'ai un peu spoilé déjà le résultat, mais on retrouve le même détendeur que notre sélection manuelle. Allez, on est parti avec Cool Selector. Alors, Cool Selector, moi je l'ai sur mon bureau. Vous pouvez le télécharger, c'est assez simple. Hein, vous tapez le mot-clé Cool Selector sur votre barre de recherche habituelle et puis vous allez le télécharger gratuitement. Donc, on est parti avec Cool Selector. Alors du coup, on va aller sur composants en ligne ici. On va aller sur détendeur thermostatique. Ensuite, donc du coup, on est sur la ligne liquide ici. On va aller choisir donc le fluide là. Donc vous voyez, vous avez pas mal de fluides qui sont possibles. Ensuite, vous allez choisir le type de détendeur. Donc les différents détendeurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, on va prendre un T2. Et là, on est parti. Vous vous rappelez un peu des hypothèses. Donc, moi, je m'en rappelle. Donc, on était à 6 kW en puissance frigorifique. Ici, on était à 0 en évaporation. En condensation, on était à 43. Voilà. En surchauffe futile, moi, je vais mettre 5. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que je change mes hypothèses de travail, donc il me déplace un petit peu la sélection. Sous refroidissement, on était à 10. Donc du coup, on continue. Donc 10, 10, et voilà. Donc on reste focus sur notre sélection. Et donc là, vous voyez que Danfoss, lui, il nous propose directement envers la sélection la plus appropriée. Et là, on est bien sur un T2-4. Et donc là, donc en niveau des puissances de ces détendeurs, donc on est à 6,64. Donc il est un petit peu surdimensionné. Donc c'est pour ça que la charge, donc il est à 90%, donc c'est-à-dire qu'il a 10% de plus, hein, si vous voulez, de marge. Donc là, on est bien, on est dans la zone de fonctionnement possible du détendeur. Hein. Ok. Donc si je prends un T2.5 par exemple, donc vous voyez que le point de fonctionnement sera un petit peu plus bas. Donc on est à 70% de charge cette fois-ci, 69% précisément. Donc c'est-à-dire qu'il sera surdimensionné de 30%. Donc généralement, Danfoss préconise 20% de surdimensionnement pour être tranquille. Hein. Okay, pas plus, hein, parce que sinon ça peut causer des problèmes. Et donc du coup, pour le T2.6, vous voyez, on est encore un peu plus bas. C'est un détendeur avec un orifice encore plus gros. Donc lui, il peut aller jusqu'à 10 kW et on est à 57% de charge. Voilà. Bon. Voilà, donc du coup, on est sur le T2.4. On a validé notre sélection. Alors, on va se balader un petit peu sur les différents menus. Hop, donc du coup, au niveau des détails de performance, donc lorsqu'on fait un mini projet comme ça sur Cool Selector, et ça, c'est très intéressant. Donc, on va se retrouver avec une petite étude thermodynamique. Hein, ça, c'est intéressant. Donc, on va avoir toutes les grandeurs caractéristiques de notre cycle. Ensuite, donc, on va avoir toute la documentation. Donc là, si je clique, donc là, je peux avoir les documents. Hein. Donc, vous voyez, vous cliquez ici et vous avez toute la documentation. Hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous avez aussi les pièces détachées.
Et moi, je vais vous montrer une dernière petite chose, c'est le rapport ici. Ça, c'est intéressant, le rapport. Vous pouvez l'avoir donc au format PDF. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez votre sélection au format PDF. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations. Vous faites voir tout ici. Vous cliquez tout ici. Hop, vous faites mise à jour. Et là, vous allez avoir tout vraiment, tout votre projet avec tous les détails. Donc du coup, on se retrouve ici avec notre projet, donc 6 kW, 43 en condensation, 0 en évaporation, etc. Donc notre sélection. Donc là, on est sur un T2 4. Voilà, donc notre cycle, le point de fonctionnement, l'étude thermodynamique, et voilà. Et le tracé du cycle, en bonus. Ils sont gentils, hein, Danfoss. Voilà. Donc là, on a le tracé du cycle. Allez, je reviens à mon slide. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ces explications vous ont été profitables. Je continue encore à rester connecté sur les détendeurs électroniques, hein, les détendeurs de dernière génération. C'est pas facile à comprendre. Mais voilà, donc je vais essayer de vous apporter un maximum d'explications. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je continue sur de la sélection de matériel et aujourd'hui je vais vous expliquer comment sélectionner un détendeur électronique. Alors on a bien avancé dans le parcours de formation puisque lors des vidéos précédentes on a sélectionné ensemble un détendeur capillaire, un détendeur thermostatique et aujourd'hui on va se focaliser un petit peu sur les détendeurs électroniques de la marque Danfoss. C'est pas un placement de produit, c'est juste un constat, hein. Le fait est que Danfoss ils sont un petit peu pionniers dans le domaine et ils ont une gamme de produits vraiment très développée. Et pour pas faire de jaloux, donc dans les prochaines vidéos j'essaierai donc aussi de vous présenter la gamme de produits Carel, donc au niveau des détendeurs électroniques. Alors je pense que vous l'avez déjà deviné, mais lorsqu'on va installer un détendeur électronique, il faudra absolument l'accompagner de son régulateur. Donc le régulateur, bien sûr, il faudra qu'il soit donc compatible avec le type de détendeur. Et donc pour les détendeurs pas à pas, on a par exemple une série de régulateurs qui est assez connue, la série EKE ou MCX que vous connaissez sûrement déjà. Et au niveau des détendeurs donc à impulsion, on se retrouve ici avec des détendeurs de type AKCC 55 ou AKCC 750. Ce sont des régulateurs qui peuvent donc gérer plusieurs détendeurs électroniques à la fois. Lorsque vous avez donc du coup un seul détendeur à gérer, vous pouvez donc utiliser par exemple le EKC 315A. Allez, on va checker un petit peu la brochure commerciale et donc les différentes possibilités qu'on a chez Danfoss. Donc moi, du coup, je l'ai téléchargé directement. Sur la gauche, ici, on va se retrouver avec les détendeurs de type pas à pas. Et sur la droite, ici, on va se retrouver avec les détendeurs donc à impulsion. Donc allez, on va checker rapidement un premier type. Hein. Donc par exemple, on va prendre le ETSM. Donc le TSM, donc il est ici, donc avec la bobine bleue. Je pense que vous l'avez déjà vu. Et donc du coup, en termes d'application, si je zoome un petit peu, donc lui, il va être, en termes d'application, on va pouvoir l'utiliser en chiller, donc pour faire de l'eau glacée, pour de la climatisation, en pompe à chaleur, en transport, et on peut aussi l'utiliser en cold rooms, donc du coup en chambre froide. On va se retrouver avec une petite dizaine de modèles différents qui vont être bien sûr fonction de la puissance. Donc du coup la puissance, donc plage de fonctionnement, on peut être, donc on va travailler de 9 kW à 41 kW pour du R410, mais on peut donc utiliser d'autres fluides hein, comme le R134, le R448, etc. Donc des nouveaux fluides, il n'y a aucun souci. En termes de connexion, on va être sur de l'EDF. Donc ce sont des raccords, ici on le voit bien, abrasés. Au niveau, on est sur une bobine stepper, donc on est sur du pas à pas. Donc la bobine, je vais en parler tout à l'heure, mais on pourra réaliser 480 pas. On est sur une PS de 49 bars. On continue. Et un élément très important, voilà, donc au niveau des accessoires, donc pour pouvoir utiliser ce détendeur, il faudra utiliser donc un régulateur de type EIM 336 ou EKE 1, donc là du coup avec la lettre ABC, mais on va le voir de façon un peu plus précise pardon, tout à l'heure. Donc ça c'était pour les détendeurs pas à pas, donc si on va chercher une AKV par exemple,
Allez, on va chercher une petite AKV, et donc du coup les AKV elles sont ici. Donc du coup au niveau des AKV, donc on va se retrouver avec l'AKVP qui elle qui lui est un détendeur réservé pour le CO2. Au niveau de l'AKV, donc lui en termes de plage de fonctionnement, vous voyez que il balaye donc de 0,6 kW à 530 kW, donc ça c'est pas mal du tout. Donc on peut utiliser du 407, du 134 ou du 410. Donc ensuite on continue, donc là on est sur les plages de fonctionnement du fluide. On est sur, voilà, donc le régulateur qui va avec, donc du coup c'est un AKCC, donc après bon ça peut être un 750 par exemple ou un 55 comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, je continue avec les généralités. Donc ici, on se retrouve avec un joli schéma réalisé par Danfoss toujours. On a un détendeur électronique donc, qui lui aura deux fonctions. La première, c'est d'alimenter correctement l'évaporateur en fluide basse pression, basse température. Et donc au niveau de la deuxième fonction, il devra maîtriser, contrôler la surchauffe à la sortie de l'évaporateur. Alors pour accomplir cette mission, le détendeur aura besoin donc d'un régulateur. Le régulateur, pour commander le détendeur, a besoin de deux informations au minimum. Il aura besoin bien sûr de la sonde S2, donc c'est la sonde de température sortie évaporateur, mais également d'un capteur de pression. Alors comme vous le savez déjà sûrement, le contrôle de la surchauffe est un point clé, c'est un point déterminant au niveau de la consommation électrique du compresseur. On va faire en sorte que la surchauffe soit le plus faible possible tout en protégeant donc notre compresseur. Enfin, il faut éviter absolument qu'on ait du liquide qui sorte donc de l'évaporateur. Mais l'idée c'est de remplir un maximum notre évaporateur en fluide frigorigène à l'état liquide pour pouvoir justement avoir le meilleur échange avec donc l'air de notre local à refroidir. Et donc notre régulateur va nous offrir plusieurs possibilités en termes de gestion de surchauffe. Le paramétrage le plus simple et le plus basique, c'est de justement gérer une surchauffe fixe. Donc du coup, on va paramétrer une surchauffe par exemple de 5 degrés au niveau de l'évaporateur. Et donc le régulateur, lui, va mettre en mouvement le détendeur électronique pour maintenir justement cette consigne fixe au niveau de la surchauffe. Alors Danfoss nous offre une deuxième possibilité en termes de gestion de la surchauffe avec le MSS, vous le connaissez peut-être déjà, c'est The Minimum Stable Superheat. Et donc il y a déjà très longtemps, donc Danfoss avait mis en place cette courbe optimale de fonctionnement de l'évaporateur. Et donc du coup, en fonction de nos besoins frigorifiques, qui peuvent évoluer de 10% à 100%, on va avoir donc pour chaque cas donc une surchauffe idéale, optimale. Et donc notre régulateur va venir se caler sur cette courbe pour pouvoir contrôler donc notre détendeur électronique. Alors ces valeurs sont modifiables et sont réglables donc dans votre régulateur, et vous pouvez par exemple diminuer la valeur de surchauffe inférieure et en mettant donc une valeur plus faible, par exemple 2 degrés. C'est vous qui connaissez votre installation et jusqu'à quelle limite vous pouvez justement descendre pour pouvoir grappiller quelques kilowattheures électriques. Allez, je passe au slide suivant et là je vais vous parler du détendeur électronique à impulsion. On le retrouve sous la référence AKV chez Danfoss et de façon très globale et très générale, on va retrouver ici une belle animation justement réalisée par le fabricant. Et donc du coup c'est assez simple, on va avoir une bobine ici en bleu, ça fonctionne en tout ou rien. Lorsque la bobine est alimentée, donc on a la tige qui vient ici et qui pousse donc l'orifice de détente, donc le fluide frigorigène peut traverser le corps de vanne. Et lorsque la bobine n'est plus alimentée, donc on a un ressort antagoniste ici qui vient pousser le pointeau et donc la vanne est fermée. Donc on a des impulsions successives en tout ou rien et donc on a des injections de fluide frigorigène en fonction des besoins et donc sous le contrôle bien sûr de notre régulateur. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse au niveau de l'installation. Attention au sens de circulation du fluide frigorigène. Donc la HP rentre sur le côté et on a le fluide frigorigène qui sort détendu vers le bas. Et au niveau de la position de la bobine donc de notre détendeur, toutes les positions sont possibles sauf celle avec la bobine tête vers le bas. Alors pour qu'il puisse fonctionner correctement, le détendeur de type AKV
donc doit être accompagné d'un certain nombre d'équipements, donc bien sûr d'un régulateur compatible avec les détendeurs électroniques à impulsion. Ici je vous en présente trois, les plus connus. Donc on a l'AKCC 550, donc qui est un régulateur de détendeur électronique à impulsion pour vitrine ou bien pour chambre froide, donc lui il peut aller jusqu'à 4 détendeurs. On a des régulateurs de dernière génération avec l'AKCC 750 qui lui aussi a la possibilité de commander jusqu'à 4 détendeurs. Et lorsqu'on a une chambre froide avec un détendeur, on peut utiliser aussi le KC 315 et donc du coup lui fait aussi le job pour un petit circuit. Allez, je continue sur les explications du détendeur électronique à impulsion. Et donc là, j'ai un petit exemple de câblage. Et lorsqu'on a un détendeur de type AKV, donc le régulateur qui pourrait correspondre, c'est un régulateur par exemple de type EKC 315A. Donc j'ai téléchargé la documentation technique et on voit bien que les détendeurs de type AKV sont bien pris en charge par ce régulateur. Alors je vais vous expliquer rapidement comment on câble donc les différents équipements. Et donc du coup, déjà dans un premier temps, le régulateur ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, donc il faut lui donner une tension d'alimentation. Donc c'est une carte électronique, donc du coup il faudra lui donner du 24 volts. Ne lui mettez pas du 220 volts, vous risquez de griller votre carte. Et donc du coup on continue donc au niveau du câblage du détendeur. Donc du coup on a une bobine ici avec deux fils. Donc c'est assez simple, hein, et on va raccorder ça sur les bornes 23 et 24 donc de notre bornier ici. Ok. Donc on a la possibilité aussi d'alimenter avec ce régulateur un détendeur de type TQ, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Ensuite, on continue, donc on a la sonde, la PT1000. Donc la PT1000, elle va se raccorder, donc c'est la S2, hein, donc sonde de surchauffe entre les bornes 20 et 21. Donc la S3, c'est la sonde d'ambiance qui va se brancher aussi sur le commun, donc c'est 21, et sur la borne 22. Ensuite, au niveau du capteur de pression, donc là on voit bien que c'est un AKS33, hein, donc du coup ça tombe bien, c'est celui-ci qu'on a installé, et donc lui il faudra le brancher sur les bornes 14 et 15, donc vous voyez que c'est assez simple, et donc le régulateur lui va recevoir un signal 420 mA. Alors si je peux vous donner un conseil, hein, lorsque vous êtes en dépannage ou en installation sur un régulateur de ce type-là, hein, téléchargez la doc, stockez-la en format papier ou bien en format numérique et vous allez être bien content le jour où vous allez vous retrouver avec le même équipement. Allez, dernier slide sur les détendeurs électroniques à impulsion. Ici, donc on a un schéma de principe qu'on retrouve assez souvent donc sur les documentations techniques des régulateurs. Donc en signal d'entrée, on va avoir bien sûr la sonde S3, c'est la sonde d'ambiance. La sonde S2, c'est la sonde de température sortie evapot, et le P, donc c'est le capteur de pression. En sortie, on va avoir donc un signal tout ou rien qui va venir attaquer donc la bobine de notre détendeur ici. Donc on va avoir un signal tout ou rien. Lorsque la bobine est alimentée, le fluide frigorigène passe. Et lorsque la bobine est désalimentée, donc le fluide reste bloqué à l'entrée du détendeur. Alors ici on a une belle courbe de température d'une chambre froide, donc du coup la courbe évolue entre la coupure et l'enclenchement, donc on est généralement sur des différentiels de 2. On peut imaginer que la chambre froide coupe à 0 et s'enclenche à 2. Et on voit bien ici que lorsqu'on a atteint le point de consigne, hein, à 0 degré, on a la bobine de notre détendeur qui n'est plus alimentée. Et lorsqu'on a franchi donc le point d'enclenchement, on se retrouve avec une alimentation de l'électrovanne, donc on a des impulsions successives. Généralement, on est sur des cycles de 6 secondes. Alors on peut avoir aussi des impulsions un peu plus courtes, hein, comme on l'a dit précédemment, pour avoir une gestion de la surchauffe optimale. Allez, je passe au détendeur électronique pas à pas, j'espère que vous tenez bon. Donc d'un point de vue technologique, on va se retrouver ici avec une bobine qui est composée de 4 enroulements. Chaque enroulement donc va être alimenté de façon successive, et donc on va créer ainsi un champ magnétique tournant qui va déplacer justement le pointeau ici à l'intérieur. Donc le déplacement se fait pas à pas, donc on a un déplacement de 6 degrés par pas
environ. Et donc du coup, on a le pointeau ici qui va se déplacer et qui va adapter le nombre de pas d'ouverture en fonction de notre besoin, donc en termes de puissance. Alors pour avoir la pleine puissance donc de ce détendeur ici, il faudra donc 500 pas d'ouverture, ce qui correspond à un peu plus de 8 tours. Et donc je pense que vous avez compris que lorsque je vais vouloir ouvrir, donc le champ magnétique va se déplacer dans le sens horaire. Et lorsque je vais vouloir fermer donc mon détendeur, le champ magnétique va changer de sens et donc on va basculer en anti-horaire. Alors ça c'était pour le point un petit peu théorique. D'un point de vue équipement, donc on va se retrouver ici avec un détendeur de type ETS6. Donc là c'est un détendeur pas à pas qui fait le job pour les chambres froides. Il est très utilisé en pompe à chaleur parce qu'il est réversible. Donc lui il peut fonctionner en chaud ou en froid, donc c'est-à-dire que le fluide peut passer dans les deux sens. Ensuite, il nous faudra bien sûr un régulateur. Donc là, pour des détendeurs pas à pas, on a le EKE qui est très bien et qui fait le job. Ensuite, au niveau des sondes de température, on va se retrouver sur une NTC 10K et un capteur de pression de type AKS33. Et donc, je vais vous expliquer très précisément tout à l'heure pourquoi j'ai réalisé cette sélection avec Cool Selector. Allez, donc j'ai récupéré ici donc les documentations techniques du détendeur et du régulateur, donc il y a des choses intéressantes à dire. Donc si on veut tester l'état des enroulements du détendeur, donc du coup ici on a la possibilité avec un ohmmètre et des pointes fines de venir récupérer justement les valeurs ohmiques donc des enroulements. Donc vous voyez qu'il y a 4 enroulements ici, donc chaque enroulement fait 46 ohms. Donc ça c'est bien pour le dépannage. En termes de câblage, donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un EKE1A, donc du coup celui-ci aussi ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, donc du coup il faut lui ramener du 24 volts. Ensuite on peut installer sur ce régulateur une batterie de secours, ça c'est très intéressant sur les détendeurs pas à pas, puisque au repos, si il y a une coupure du courant, bon le détendeur reste ouvert, hein, chose qui n'est pas le cas avec un détendeur à impulsion qui lui au repos est fermé. Donc du coup on peut mettre une batterie de secours comme ça pour pouvoir justement fermer la vanne et la mettre en position de fermeture s'il y a une coupure d'électricité. Et là ce qui va être intéressant pour nous, ça va être le raccordement de notre détendeur. Donc du coup vous voyez qu'il faut suivre assez simplement les couleurs. Donc du coup le orange sur A1, le jaune sur A2, le B1 donc avec le rouge et le noir sur B2. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a 5 fils et ici on n'en a que 4. Donc là, c'est normal, hein. J'ai été checker un petit peu aussi la dock du détendeur. Donc lorsqu'on veut raccorder sur ce détendeur-là sur ce régulateur-là, donc on voit bien que donc orange c'est A1, jaune A2, rouge B1, noir B2 et le gris, vous voyez bien, c'est le commun, il n'est pas raccordé. Ok, donc là ça peut être troublant a priori. Allez, je passe à la sélection. Donc du coup, là, on est sur un mini projet. On est sur une chambre froide au R134A, puissance frigorifique 6 kW, évaporation 0 degré, condensation 43 et sur refroidissement 5 degrés. Donc je vais utiliser bien sûr Cool Selector pour faire la sélection. On peut le faire à la main, il n'y a aucun souci. Si j'ai le temps, enfin j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je vais essayer de vous le présenter très rapidement. Donc du coup, moi j'ai déjà fait la sélection pour vous et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc du coup, j'ai trouvé un détendeur de type ETS6, une sonde de type NTC 10K et donc un AKS33 ou 32 pour le capteur de pression. Et donc le EKE donc passe aussi très bien pour pouvoir faire le job au niveau du contrôle donc du détendeur. Allez, on est parti sur Cool Selector. Allez, on part sur Cool Selector. Donc du coup, vous allez voir, c'est assez simple, hein, c'est très rapide. Le plus long, c'est de lire un petit peu les documentations. Donc, mais la sélection est très rapide, hein. Donc là, on part sur un détendeur électronique ici. Donc là, à gauche, on va se retrouver avec les fluides, hein. Donc nous, on est bien sur du R134, mais vous voyez qu'on a beaucoup de choix. Après, on a les familles de produits. Donc là, on a la ETS6, la Colibri. Mais on va voir, on va balayer très rapidement les différentes possibilités tout à l'heure. Donc alors, puissance frigorifique, 6. Évaporation, 0. Condensation, vous vous rappelez, 43. Surchauffe et sur refroidissement. Donc sur refroidissement, on a dit 5. Surchauffe, sur les détendeurs électroniques, on peut se permettre de mettre 3.
On est à 80% de la charge au niveau de la puissance, donc c'est bon. Donc là, je vais choisir par exemple la première. Allez. ETS. Alors lui, oula. Les colibris, c'est le point de fonctionnement, elle est ici. Hein. On est à 10% de sa capacité. Donc du coup, lui, il va de 5 kW à 68 kW. Donc là, la messe est dite pour la série colibri. Hein, donc on ne peut pas l'utiliser. D'accord? Les autres encore pire. Hein, on va jusqu'à 100 kW, etc. Ensuite, la ETS 6. Ah, par contre, là, on commence à devenir sur des choses intéressantes. Donc là, la ETS 6 avec donc le type 18. Donc là, on est ici. Donc là, puissance minimum donc, de cet étendeur, donc il va pouvoir travailler à partir de 1,4 kW et il va aller jusqu'à 9 kW. Voilà, donc on est sur un point de fonctionnement à 70% de sa capacité. Bon, bah, c'est pas mal. Allez, on va voir les ETS 5 par exemple. Donc lui, il passe un peu partout, c'est pas mal. Hein. Donc cette série-là, elle est pas mal. Ok. Donc là, on est sur des détendeurs pas à pas, hein, on est d'accord. Hein. On le voit ici. Hein. Attention. Donc c'est des moteurs pas à pas. Hein. Tout ça, on le voit bien ici. Ensuite, donc on peut passer, on peut balayer les différentes... Alors, au niveau des ETS, non, ça c'est les grosses vannes. Hein. Vous voyez que là, on est puissance maximum, on va jusqu'à 687 kW. Donc là, c'est pas adapté pour nous. Hein. Les CCM, aussi trop puissant et donc de toute façon ça c'est des vannes à impulsion normalement, donc l'AKB, on va essayer l'AKB, mais bon en impulsion vous voyez aussi, donc le point de fonctionnement est très bas, hein, donc du coup on est à puissance max du premier modèle à 22 kW, hein, donc du coup c'est un peu élevé. Okay. Donc du coup je reviens sur la série ETS6, donc là on est sur le 18, alors le 18 lui il a 70% de charge, donc là dans ce le valide avec le petit tiret vert, donc c'est bon. Au niveau des détails des performances, donc on a toute l'étude thermodynamique, ça c'est très bien avec le débit masse. On a même le tracé de cycle. Bravo, merci d'Enfos. Et donc du coup, ce qui va nous intéresser, nous surtout, c'est la documentation au niveau de l'onglet sélection. Et là, je clique sur document. Et là, j'ai pas mal d'informations, donc j'ai les photos, etc. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de connaître le type de régulateur qui est compatible avec cette vanne. Ok. Donc là, on va aller checker un petit peu ce qui se passe au niveau de la documentation technique. Donc là, on est en anglais, hein, c'est pas grave. On va essayer de développer un petit peu l'anglais aussi, c'est important. Donc du coup, alors, on va essayer de zoomer un maximum. Donc on va balayer rapidement. Donc on est sur un détendeur de type biflow. On a tous ces fluides qui sont possibles. On a même du HFO, c'est très bien. On a les températures, les plages de fonctionnement de température. Allez, je continue. Donc vous avez un joli schéma ici. Là, si vous voulez sélectionner de façon manuelle, donc là, vous avez ici, comme pour les détendeurs thermostatiques, la possibilité donc, de sélectionner manuellement le détendeur. Donc du coup, ici, on se retrouve avec les broches de raccordement. Un petit schéma de principe. Voilà. Donc du coup, là, vous voyez, comme pour le détendeur thermostatique, hein, on peut corriger donc la puissance avec le sous-refroidissement. Donc là, vous voyez que, par exemple, si j'étais donc 6 kW avec 5, donc là on serait à 1,08 par exemple en correction, donc là ça nous ferait 5,5 en puissance. Voilà, on est à 5,5 en puissance, et donc là du coup j'irai chercher, par exemple là voilà, ETS 618, ça tombe très très bien, c'est notre exemple. Donc du coup en évaporation, ah non mais là on n'a pas le bon fluide, donc c'est pas grave, je vais chercher dans le bon tableau, vous allez voir très rapidement, c'est simple. Donc là on est sur ETS 6, donc là c'est pas bon, vous voyez les puissances sont trop faibles, hein. On est sur du 1 kW, 2 kW, 10, on est sur 3 kW, 10, 3 kW, 5 kW, 6 kW, 7 kW, 14, on se rapproche. Donc le 14, donc on continue, et le 18, voilà. Donc le 18 pour du R134 à 0 degré, donc vous voyez que température de condensation, donc nous on était à 43, donc là on est entre les deux ici, voilà, donc on est à 8,4 kW pour celui-là, donc là ça passe, il n'y a pas de problème. Donc si je prends celui d'avant, on va voir si ça passe ou pas, le 14, donc le 14 il est là. Donc du coup là, vous voyez que pour le 14 on est un peu faible, hein. Si j'avais pris le 14, là on serait à 4 kW. Donc là le 14 va pas.
et c'est le 18 qui va. Donc vous voyez que très rapidement on a fait la sélection, il n'y a pas de problème. Donc moi ce qui va m'intéresser maintenant, c'est le type de régulateur. Allez, donc là on va zoomer un petit peu, hop. Donc là c'est pour de la sélection, hein. Donc vous voyez qu'on peut aller très loin. Ah, là on se rapproche, donc du coup là on a les caractéristiques du corps, et voilà, donc bravo. Donc du coup on se retrouve avec donc un capteur de pression du type AKS. Donc là on va zoomer un petit peu, on va voir. Donc AKS 32R, donc là ça c'est une possibilité. Et on a un contrôleur de type EKE1A, donc là c'est celui qu'on a choisi tout à l'heure ensemble. Ok. Donc moi il me manque juste une information maintenant, c'est la valeur de sonde. La sonde, est-ce que c'est une PTC1000, est-ce que c'est une NTC, etc. Donc là il me manque juste cette information là pour pouvoir sélectionner correctement mon système. Donc du coup je retourne sur l'outil Cool Selector. Donc ça j'ai plus besoin. Donc du coup je vais aller dans les régulateurs ici, contrôleur électrique, et là donc je vais aller chercher donc voilà, Super Hit Controller ici, hop. Et voilà, donc le premier en plus il est là, tout chaud, tout prêt. Donc je clique ici. Voilà, donc il faudrait que j'ai la documentation. Donc la documentation elle est juste au-dessus. Et nous on va aller chercher la valeur donc de sonde. Voilà, donc joli modèle. Ah, peut-être qu'on va voir. Voilà, donc vous voyez très rapidement. Donc avec le 1A, donc on est sur, vous voyez ici, du NTC 10K. Donc voilà, ou bien du PT1000. Ah non, le PT1000 passe pas. Vous voyez que ici, il passe pas. Il passe uniquement pour le C. D'accord. Donc là, on n'a pas le choix. Si je veux utiliser celui-là, il faudra absolument une NTC 10K. Voilà. Donc vous voyez qu'en termes de sélection, c'est assez simple. Il n'y a pas de problème. Allez, je reviens sur mon slide. Allez, dernier slide, c'est promis. Et juste avant de vous quitter, je vais vous parler de la mixité de matériel. Ça, c'est un vrai problème. Donc, on peut avoir par exemple un détendeur électronique de la marque Danfoss et un régulateur d'une autre marque. Pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle un driver. Ça, c'est assez fréquent. Et donc, c'est pour ça que je termine la vidéo avec ça. Donc, du coup, notre régulateur de la marque ACO, donc lui, il va avoir, bon, de façon très classique, deux informations d'entrée. Donc, la S5, donc la température sortie vapo, et la S6, donc le capteur de pression. Donc à partir de là, donc lui, il va sortir donc un signal on/off pour pouvoir justement mettre en route donc le driver. Donc ça, sûrement, c'est un paramétrage au niveau ici du régulateur. Mais surtout, il va avoir donc un signal de sortie 4-20 mA ou 0,10 volts pour pouvoir justement aller commander donc notre détendeur électronique. Alors d'un point de vue pratico-pratique, donc du coup ici on a le bornier de notre régulateur ACO. Donc les premières bonnes, donc ça c'est pour le mode bus, c'est si j'ai besoin d'aller communiquer avec un routeur ou pour mettre donc en lien avec par exemple une passerelle. Vous avez ensuite les sondes S1, S2, donc sortie vapo et de sonde d'ambiance. Vous avez surtout ici en entrée analogique le capteur de pression. Et en sortie analogique, on va avoir justement un signal 4-20 mA ou 0,10 volts pour pouvoir justement aller commander notre détendeur électronique. Alors bien sûr, ce driver doit être mis en marche via donc le contact ici de l'auxiliaire 3 à paramétrer sûrement au niveau de notre ACO. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ces explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous, ciao.